va commencer avec la première présentation. On va essayer de vous montrer qu'on peut faire un chatbot simplement en y mettant un peu du sien. Donc on a une demi-heure, on va essayer de voir les différentes étapes. On va essayer de voir déjà ce que c'est qu'un chatbot, à quoi ça sert et comment on a fait nous pour mettre en place ce chatbot. Et on va finir par une petite démo. On va vous inviter à lui poser des questions. Donc je ne sais pas si vous avez compris un peu le jeu de mots qu'il y a derrière, chaboté, chatbot. Donc ça va être tout au long de la présentation. Donc là, pour la démo, on a créé un compte Twitter qui s'appelle Chatboty. Donc il faudra tweeter en mettant @chatboty et le chatbot va retweeter en répondant à la question qu'on lui a posée. Donc ça, ce sera pour après. C'est juste pour rajouter ce compte-là dans vos comptes Twitter si vous avez Twitter. Et si, pour ceux qui n'ont pas Twitter, on pourra prendre les questions et poser la question nous-mêmes. Donc le plan pour aujourd'hui, donc on va commencer par quoi? C'est-à-dire ce que c'est qu'un chatbot, en 2 mots, résumé. Pourquoi on voudrait implémenter un chatbot, à quoi ça peut servir et comment surtout, donc comment nous on a fait, quelles sont les techniques qu'on peut appliquer pour implémenter ce chatbot, à la fois en deep learning et en ML, et on va finir par une démo. Donc un chatbot, c'est quoi? C'est tout simple, c'est un agent qui dialogue avec un utilisateur humain via une interface textuelle ou vocale. Donc c'est un robot, une machine, un programme auquel on pose des questions et il est censé nous répondre comme un humain. Donc un chatbot, c'est notre programme qui est ici, qui est une machine, qui va communiquer avec un humain via une interface, là textuelle, et c'est ce qu'on va voir dans notre exemple. Et donc on a un bot, un humain, avec une interface. Et on a 3 grands parties. On a les données, donc des données d'historique, une liste de conversation, les données sur lesquelles, ou le domaine sur lequel on veut apprendre notre chatbot pour qu'il nous réponde sur un certain domaine, business ou autre. Donc on a tout ce qui est Natural Language Processing, ou TAL en français, ce qui est le traitement du texte pour pouvoir extraire de l'information et comprendre la question. Donc on va beaucoup parler de comment on va essayer de comprendre la question qui nous a été posée. Et puis une fois qu'on a compris la question, l'idée c'est de répondre à cette question. Donc on va voir 2 grandes techniques pour répondre à la question, notamment en utilisant des réseaux de neurones. Donc là c'est quoi? C'est un chatbot, mais on ne va pas faire un chatbot pour le plaisir. L'idée c'est de vous dire pourquoi aujourd'hui les chatbots, on en parle beaucoup et à quoi ça peut servir. Donc là, j'ai repris 2 citations de 2 grands PDG que je pense qu'on connaît tous. Donc il y a le PDG de Microsoft qui a dit que les bots ou les chatbots aujourd'hui, c'est les nouvelles applications. Donc c'est les nouvelles interfaces de communication entre l'entreprise et les utilisateurs. Donc aujourd'hui, on utilise dans nos téléphones des applications pour pouvoir faire des choses. Et l'idée, c'est que les chatbots vont remplacer ces applications. Au lieu de cliquer sur une application pour faire quelque chose, j'écris ou je pose une question ou je demande à un chatbot qui va me répondre. Donc ça aussi, par Mark Zuckerberg, qui ont lancé toute une interface de mise en place de chatbots sur Messenger, qui a dit qu'il faut qu'on puisse parler à une entreprise comme on parlerait à un ami. C'est-à-dire qu'il faut que si je veux communiquer avec mon entreprise, je lui envoie un texto, je lui envoie un message et il est censé me répondre comme n'importe quel ami auquel j'envoie un texto. Et demain, donc là, c'est la vision ces grands du web des chatbots, c'est ce que je disais, c'est que les chatbots vont être notre nouvel OS dans nos téléphones portables. C'est la plateforme dans laquelle on va, au lieu de publier une application pour pouvoir interagir avec nos utilisateurs, on va publier un bot avec lequel on va interagir. Nos utilisateurs vont interagir avec l'entreprise via des bots. Donc ce sera une plateforme et ça va, en théorie, évidemment, remplacer des applications. Et ce sera le point de communication entre des entreprises et des utilisateurs. Donc là, on peut voir qu'il y a un vrai intérêt à implémenter des chatbots pour les entreprises et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup en ce moment. Donc maintenant qu'on a vu à quoi ça peut servir aujourd'hui, un peu d'histoire.
Donc l'un des premiers chatbots qui a été implémenté, c'est Elisa, dans les années 60. Le chatbot était destiné à être un psychologue. Grosso modo, ce que ça faisait, c'est qu'on lui posait une question et il nous répondait avec une autre question. Donc en reformulant la question, en rajoutant quelques informations, comme le ferait un psychologue au final. Et au final, il ne pose que des questions. Donc toutes les réponses, c'est des questions, en reformulant ou en rajoutant des informations à la question qu'on lui a posée. Donc là, les questions que j'ai posées sont importantes parce qu'on le verra juste après. Donc là, c'est quel est le but de la vie? Donc là, la réponse, c'est qu'est-ce que tu penses? En gros, il n'y a pas de réponse. Quel est le but de vivre? Et là, c'est quelle est la réponse qui t'intéresserait? Donc là, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de réponse, c'est juste, je reformule. Ça fait quand même l'illusion d'une discussion, parce que voilà, ça fait quand même une réponse cohérente par rapport à ma question, mais il n'y a pas de contenu. Et la dernière, quel est le but de l'existence? Et là, elle dit, pourquoi tu te poses ce genre de questions? Donc là, ce genre de chatbot, ce qui est toujours implémenté aujourd'hui, c'est basé sur des règles. Donc on le verra, on va prendre nos questions, on va les analyser, on va analyser le texte, et on va implémenter des règles de grammaire. Si je trouve ce verbe-là, alors je choisis dans ma base de connaissances la réponse, si j'ai pronom, verbe, etc. Donc j'ai un ensemble de règles, une sorte de grammaire que je vais créer, moi, avec une base de connaissances dans mon domaine. Donc j'ai une liste de réponses, un contenu que je veux mettre à disposition, et via ces règles-là, je choisis ma réponse. Donc je prends ma question, je l'analyse, et avec cette question-là, je choisis une réponse parmi une base de connaissances basée sur des règles. Et aujourd'hui, on a des chatbots un peu plus évolués. Donc là, c'est le bot de Google avec les mêmes questions. Donc là, on dit c'est quoi le but de la vie? On dit c'est to serve the greater good. Donc là, c'est des réponses qui sont un peu plus cohérentes. Donc là, c'est quoi le but de la vie? To live forever. Donc là, les réponses ont plus de contenu, sont plus pertinentes par rapport à notre question. Donc il y a du contenu. Donc il y a déjà, ça fait quand même une conversation, on a l'impression de discuter avec une personne, mais il y a aussi du contenu utile. Bon là, c'est pas forcément très utile, mais le but de ces chatbots-là, c'est de répondre avec du contenu pertinent. Et donc ces chatbots-là, c'est l'autre partie, c'est basé sur des réseaux de neurones. Donc là, on n'implémente pas de règles, on a nos données historiques, nos conversations historiques, et on entraîne un réseau de neurones sur ces conversations-là pour qu'ils puissent, avec une nouvelle question, un nouveau message, générer une réponse et nous répondre. Donc, en ayant appris sur tout l'historique de nos conversations. Donc là, c'est les chatbots aujourd'hui et demain. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi, on va commencer à voir de comment. Voilà, donc Mouloud vous a présenté donc, la première partie qui consistait à décrire le chatbot, à savoir pourquoi c'est utile, etc., à quoi ça sert. Du coup, maintenant, on va vous présenter plutôt les techniques en fait, qui vont nous permettre d'en créer. Et ensuite, on va vous montrer donc, les techniques qu'on a choisies nous-mêmes pour faire notre démo. Petit aparté aussi pour les développeurs qui sont présents, je pense qu'il y en a. Ça peut être vachement cool de se dire que après avoir passé des années à coder avec le langage de l'informatique, enfin de l'ordinateur, se dire que c'est l'ordinateur qui va comprendre notre langage à nous. Je trouve ça vachement cool. Alors, donc Mouloud vous a déjà parlé tout à l'heure en fait des différentes étapes qu'il y a pour créer un chatbot. Donc la première, c'est qu'on passe de données, le petit pointeur, donc les sites web qu'on aura scrappés, des bases de données, des fichiers texte, etc. Et même aussi les questions de l'utilisateur qui seront utilisées pour la suite. De ces données, en fait, on va en faire des données formalisées, en fait. Donc on va utiliser des techniques de NLP donc, pour les formaliser. Une fois qu'elles seront formalisées, donc on passe à la dernière étape qui, elle, va produire la réponse. Et pour cela, on va surtout utiliser donc, des techniques de machine learning. Donc à la fin, ce qu'on voit ici, c'est la réponse. Je sais pas si... ouais, voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter en fait, la partie NLP pour savoir comment en fait, l'ordinateur va comprendre les données qu'on lui donne et les transformer en informations.
Donc, il y a deux techniques, en fait. On nettoie le corpus et on va aussi l'enrichir. Donc là, je passe par le nettoyage pour commencer. Donc, je vais vous parler rapidement de 4 étapes qui sont assez utilisées en fait, dans le NLP. Donc la tokenisation, la suppression de stop word, la lématisation et le stemming. Alors le nettoyage de corpus consiste en fait à prendre donc, nos données qui sont complètement brutes. Donc, par exemple, comme ici un exemple en anglais, de les découper d'abord en phrases et puis ensuite de les découper en mots. Donc ces mots, on va les appeler ensuite des tokens. Ces tokens, il y a une façon très naïve de les produire en fait, en découpant en fait, à chaque fois que l'on trouve des espaces. Et par contre, donc, cette manière de faire avec les espaces ne va pas prendre en compte les mots composés. C'est très important d'avoir les tokens parce que c'est avec les tokens qu'on va pouvoir ensuite supprimer les stop words ou mots-outils en français. Donc en fait, on part pour les stop words, en fait, donc on part donc des tokens qu'on a eus. Et puis on va juste retirer à partir d'un dictionnaire les tokens qui ne nous intéressent pas, qu'on va dire qu'ils sont non pertinents. Donc là, on a un exemple d'une liste de tokens en anglais, de tokens donc, qui sont des stop words. Ce qui est important, enfin, je voulais juste vous montrer qu'en fait, cette façon d'avoir les tokens à la suite sans les stop words, c'est quelque chose qui n'est pas discriminant pour la compréhension de l'ordinateur, mais qui est très discriminant pour la compréhension humaine. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup de mal à comprendre une phrase si on ne met pas nos stop words quand on parle. La lématisation, en troisième étape, va transformer nos tokens en lemme. Donc là, le lemme, en fait, c'est un token sans information flexionnelle. Le lemme, il faut le voir comme la forme du dictionnaire, c'est-à-dire que quand vous allez dans le dictionnaire, vous voyez un mot, c'est le lemme en fait que vous voyez. Donc il y a ici un exemple, par exemple, comment et comments. Donc le lemme de ces deux tokens-là, c'est comment. Et pareil pour les verbes, en fait, les conjugaisons des verbes en fait ne sont pas des lemmes. Donc, des fois dans le dictionnaire, on pourrait voir eaten et puis on verra, c'est en fait le verbe conjugué, le verbe conjugué de eat, etc. Donc le lemme, c'est très important parce que ça permet d'éviter un peu de bruit pour la compréhension et la transformation en fait, de notre série de tokens. On les produit en fait à partir de dictionnaires en général et de règles morphologiques. Le stemming, c'est une autre approche pour réduire aussi le bruit comme la lématisation. Soit en général on va lématiser, soit on va stemmer, enfin je ne sais pas si ça se dit trop, mais donc, en gros on va passer donc toujours les tokens, c'est toujours notre base, et puis on va produire en fait une forme stemmée en fait qui n'est pas un mot du langage en fait, même si curieusement inform ça ressemble beaucoup à la forme non conjuguée du verbe inform. Mais en fait c'est juste une abstraction en fait du sens des mots. Ça évite encore plus de bruit que la lématisation. Par contre, ça peut faire apparaître des ensembles qui ne sont pas voulus. Donc, pour produire des versions stemmées des tokens, on va utiliser l'algorithme de Porter, qui est le plus connu, ou l'algorithme de Cary, qui est un algorithme spécialisé pour le français. Donc là, on a vu comment on pouvait nettoyer le corpus, essayer d'avoir des informations avec moins de bruit et un peu plus pertinentes pour la compréhension de la machine. Maintenant, on va voir en gros comment on peut l'enrichir avec des informations supplémentaires. Donc, il y a deux façons de les enrichir qui sont très connues, la catégorisation grammaticale ou post-tagging en anglais, et ça c'est à l'envers, Named Entity Recognition ou reconnaissance d'entité nommée. Donc voilà. Je vais vous présenter les deux. Alors, l'enrichissement, à quoi ça sert? Ça va permettre donc d'avoir des informations en plus, comme je le disais. La catégorisation grammaticale, c'est assez simple à comprendre parce que ça relève de quelque chose qu'on a tous vu à l'école quand on était à l'école primaire, par exemple.
Et ça va permettre en fait de rajouter les informations de catégorie grammaticale aux mots, donc les adjectifs, les adverbes, les déterminants, etc. En général, on part du token ou on part du lemme. On ne peut pas partir du stem, par contre, pour ce genre de méthode. Et on va utiliser des règles grammaticales, enfin syntaxiques plus précisément, ou alors on peut, des règles syntaxiques, excusez-moi, comme cet exemple, par exemple, de pattern, un substantif est précédé d'un article. Ou alors on peut aussi les produire à partir d'apprentissage, donc de machine learning. La deuxième façon d'enrichir un corpus, ce sera de rajouter les entités nommées. Donc brièvement, je vais vous décrire, je vais vous faire une définition pour ceux qui ne connaîtraient pas trop ce que c'est qu'une entité nommée. Donc une entité nommée, c'est une référence à un être unique dans le monde. Donc par exemple, si je dis une pomme, pomme, ce n'est pas une entité nommée parce que pomme, il y en a des milliards dans le monde. Mais par exemple, je ne sais pas si je dis Mouloud Lounassi. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais quand je dis Mouloud Lounassi, moi j'en cite qu'un seul et tu es bien unique. Donc c'est une entité nommée en fait. Donc ça peut être des personnes, ça peut être aussi des organisations, par exemple Xebia France, ou alors des dates, comme le 2 mai 2017. Donc il n'y en aura qu'un seul, 2 mai 2017 aussi. Alors pour trouver en fait les entités nommées, on va aussi partir des tokens. C'est pour ça que c'est très important de tokeniser. Et on va utiliser des règles, essentiellement des dictionnaires par exemple, des règles grammaticales diverses, des classifieurs ici basés sur les tags, donc basés sur la catégorie grammaticale qu'on aura trouvée auparavant. On peut aussi utiliser l'apprentissage automatique à ce niveau. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour la partie Natural Language Processing. Donc je vais laisser la place à Mouloud pour la suite. Voilà, donc là, ce qu'on a vu, c'est une fois que j'ai récupéré ma question, il faut qu'à un moment, il faut que je la comprenne. Donc pour ça, il faut que je la découpe en mots. Je rajoute des informations à ces mots-là, il faut que je sache si c'est un verbe, etc. Donc à partir de là, donc là on a mis ML, mais à partir de là, une fois qu'on a tous ces traitements qu'on a appliqués à notre texte, à la fois au texte historique qu'on avait déjà, mais aussi aux nouveaux messages qu'on reçoit, on a deux solutions. C'est là on a la solution de mettre en place des règles. Donc si je dis, une fois que j'ai tagué mes mots, je dis que ça c'est un verbe, on a vu comment on pouvait faire. Là, je peux mettre des règles à base de verbes, d'adjectifs, etc. pour répondre à une question en utilisant mon contenu. Sinon, on peut utiliser d'autres techniques en utilisant le machine learning. Et pour ça, on a deux options quand on veut faire un chatbot. On a ce qu'on appelle le retrieval based et le generative based ou generative models. Donc la différence entre les deux, globalement en tant que définition, le retrieval based, c'est que j'ai toutes mes réponses possibles. Enfin, j'ai mes réponses dans mes données et l'objectif de ces chatbots-là, c'est de trouver la meilleure réponse parmi celles que j'ai déjà. Donc j'ai une question, parmi toutes les réponses que j'ai, laquelle répond le mieux à ma question. Donc je retire, je cherche la meilleure réponse parmi ce que j'ai. Donc c'est le retrieval based. À l'inverse des modèles génératifs, où là le modèle, ou le réseau, enfin là typiquement c'est des réseaux de neurones, qui vont apprendre sur des données, sur l'historique des conversations, et là il va générer des réponses. Générer, c'est-à-dire générer des mots, une suite de mots qui constituent un verbe, comme nous on le fait quand on nous pose une question, on génère des mots pour répondre à une question. Donc là, pour le retrieval based, on a des questions spécifiques et des réponses spécifiques en l'occurrence. Donc on peut répondre à un certain nombre de questions, mais on ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc typiquement, c'est des domaines fermés. Donc là, on choisit un domaine sur lequel on veut créer un chatbot sur la musique, sur les chanteurs. On peut lui poser des questions sur les chanteurs. Et là, il faut qu'on ait tous les chanteurs possibles, etc. Donc on a les réponses possibles, c'est pour ça que c'est un domaine fermé. Des conversations courtes, souvent. On ne va pas générer une réponse avec une vingtaine de mots. La réponse est souvent le nom de chanteur, etc. Donc c'est quelque chose de réponses qu'on a dans notre base de connaissances. À l'inverse des modèles génératifs, où là, c'est plus un dialogue, on a une conversation, où le modèle va simuler, entre guillemets, une conversation humaine, va générer des réponses par rapport à l'historique des questions. Donc là, ça peut être des domaines ouverts. Donc là, on peut créer un bot, ça n'existe pas encore,
qui peut répondre à n'importe quelle question. Donc là, typiquement, ce genre de modèle, c'est compliqué à mettre en place, c'est compliqué à entraîner, parce que déjà, c'est compliqué d'avoir les données pour pouvoir entraîner un modèle sur différents domaines. Alors que ce genre de chatbot est un peu plus facile à mettre en place. On se limite à un domaine, on a souvent des données plus faciles à avoir, enfin des données sur lesquelles on veut traîner notre chatbot. Donc ça, c'est retrieval-based et generative-based. Donc là, j'en ai commencé à parler. Donc on a le retrieval-based, on a les questions auxquelles on peut répondre, et pour chaque question dont on a toutes les réponses, on a les réponses possibles, on choisit la meilleure. Alors que là, on a une conversation, donc on a une affirmation, une question, et le modèle va générer une réponse pour nous répondre. Donc là, typiquement, on peut mettre en place des règles pour choisir la meilleure réponse qu'on a dans notre base de connaissances. On peut aussi faire du machine learning pour choisir la meilleure réponse, ou même du deep learning qui nous permettent d'améliorer les performances. Alors que là, c'est typiquement du deep learning, c'est des réseaux de neurones qui vont apprendre sur un historique de conversation pour pouvoir répondre à nos questions. Donc là, on a vu ce qu'on pouvait faire. À partir de maintenant, on va parler de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mis en place pour pouvoir faire la démo. Donc en même temps, on va reprendre les techniques qu'on a vues juste avant. Donc le cas d'usage, ça va être sur des données qui sont disponibles. Ça s'appelle le corpus Ubuntu. Donc c'est une liste de conversations sur le site d'Ubuntu où les gens vont poser des questions sur Ubuntu, ils ont des problèmes, etc. Et c'est le forum où les gens répondent. Donc on a toutes les conversations, enfin on a toutes, pas toutes, on a un très grand nombre de questions-réponses, on a à peu près 1 million de questions-réponses. Et pour chaque question, donc on a une réponse et on a un label qui nous dit si c'est une bonne réponse ou pas une bonne réponse. Donc ça on peut s'en servir typiquement pour créer un chatbot, entraîner un réseau de neurones ou essayer de répondre à une question concernant Ubuntu. Donc là, c'est des domaines fermés. Donc là, typiquement, c'est un chatbot retrieval-based. On a ici les réponses, on essaie de trouver la meilleure réponse. Donc là, on a mis en place deux types de réponses, ou deux types de ce qu'on appelle prédicteurs, c'est-à-dire qu'une fois quand on reçoit la question, comment on fait pour répondre à la question. Donc le premier, ce qu'on appelle TF-IDF Predictor, c'est on part d'une question, même au-delà d'une question, on part d'un contexte. Un contexte, c'est une conversation, l'historique de la conversation. Je pose une question, j'ai une réponse, je repose une question, ça peut générer un contexte. Il y a des chances que ma deuxième question ait un lien avec mon ancienne question. Donc j'ai un contexte, c'est sur ce contexte-là que je prends en entrée pour essayer de trouver la meilleure réponse. Donc là, on va appliquer les techniques de NLP qu'on a vues, donc pour nettoyer, enrichir notre question. Et en amont, évidemment, toutes nos questions-réponses qu'on avait d'entraînement, on les a aussi nettoyées et traitées et enrichies de la même façon. Et donc, une fois que j'ai ma réponse, l'idée, c'est de trouver parmi toutes ces… une fois que j'ai ma question, excusez-moi, l'idée, c'est de trouver parmi toutes ces réponses quelle est celle qui est le plus proche. Donc là, l'idée est très simple, c'est je choisis la réponse qui a à peu près les mêmes mots que ma question. Ce n'est pas forcément l'idéal, mais ça peut déjà donner des bonnes réponses. Donc là, c'est ce que je fais avec le TF-IDF. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a une presse le 2e jour sur le TF-IDF. Mais sinon, ça permet de vectoriser notre texte. Donc on a un texte, ça nous permet de générer un vecteur avec des valeurs numériques. Et une fois qu'on a ça, on fait la même chose aussi pour toutes nos réponses possibles. Et on calcule une distance entre la question qu'on a reçue avec toutes les réponses possibles. Donc là, on calcule une distance qui va se baser globalement sur la présence de mêmes mots. Donc ici, sur ma question, j'ai plein de réponses qui ont à peu près les mêmes mots. Je calcule celle qui est le plus proche, qui a le plus de mots en commun, entre guillemets. Et je prends celle-là comme réponse possible. Donc là, on a rajouté du clustering, ce qu'on a appelé le K-means ici. C'est juste pour améliorer les performances. Globalement, si je dois chercher sur mon million de réponses possibles et je calcule la distance avec toutes les réponses et puis choisir celle qui est la distance la plus courte pour répondre, ça prenait à peu près 35 secondes. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a clusterisé nos données. Donc on a mis nos données dans des clusters et du coup, une fois qu'on a notre question, en appliquant le K-means, on récupère le cluster à laquelle
notre question appartient. Et du coup, on cherche dans une partie des données, là, typiquement, 1/5 des données, grosso modo. Et donc là, une fois qu'on a la meilleure réponse, on réapplique du NLP ici. Pourquoi? Parce que là, on a traité nos données. Typiquement, on a remplacé les entités, on a fait des tokens, etc. On ne peut pas juste répondre avec ce qu'on va obtenir ici. Il faut reconstruire, entre guillemets, la réponse avec, pour avoir du texte clair qui est lisible. Donc là, on donne une réponse. Donc là, c'est la première méthode qu'on a fait. L'autre méthode, c'est de la magie, pour là, même si Julia a dit que ce n'était pas de la magie. Donc là, ce qu'on a fait, on a entraîné un modèle, un réseau de neurones. On ne va pas rentrer dans les détails, il y aura des détails juste après avec Pierre, sur toutes ces données qu'on a vues juste avant. Et du coup, là, on récupère notre question, on applique toujours les mêmes techniques de NLP, on applique le modèle ou le réseau de neurones sur notre question, il va nous générer une réponse et on la renvoie. Donc on a les deux qui sont possibles. Donc tout ça, c'est pour avoir la réponse, mais comment on affiche la réponse? Et comment on récupère la question? Donc là, je vais vous montrer rapidement le programme en fait, qu'on a créé, notre chatbot. Donc on a utilisé Twitter comme vecteur pour nos questions et pour afficher nos réponses. Parce que Twitter, c'est un réseau social hyper connu, il paraît. Tout le monde a des comptes. Du coup, Twitter va nous envoyer en fait un flot de tweets qu'on va récupérer ou pas via notre API de streaming. Donc l'API de streaming, en fait, elle est utilisée par notre chatbot, qui a été codé en Scala avec AK, HTTP. Quand on trouve en fait un tweet qui mentionne notre bot, on va faire « Ah, bah, c'est un tweet qui nous intéresse, il va falloir qu'on y réponde ». Donc hop, je lui passe la question et puis je lui passe le contexte aussi. Donc, comme vous a dit Mouloud tout à l'heure, il y a un contexte pour chaque question. Pour chaque utilisateur différent, il va y avoir les phrases qu'il a dites auparavant au chatbot. Donc c'est le serveur NLP en fait que vous a décrit Mouloud juste avant, qui a été codé en Python avec scikit-learn et TensorFlow. Donc c'est ce serveur en fait qui va donc analyser, utiliser le modèle, etc. Et récupérer la réponse. Et puis après il y a juste une sorte de passe-plat en fait avec le chatbot qui va renvoyer la réponse avec l'API REST de Twitter. Je crois que c'est tout, mais si vous êtes intéressé pour voir le code source que je viens juste de décrire, eh bien, il se trouve sur le GitHub de Xebia France. C'est pas tout, il reste la démo. Et il reste la démo. Donc, il faut poser ces questions en anglais, parce que he is English. Ok. Ouais, du coup, il faut que j'affiche. Alors, hop. Twitter. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais le passer en... Je crois que ça pouvait marcher en faisant la réponse. Ouais, merci. Donc voilà Chatboty, votre nouvel ami. Et ben, il va vous répondre. Donc il faut le mentionner. Et à partir de là, ben, il va vous répondre quelque chose. Donc est-ce qu'il y a ceux qui n'ont pas de compte Twitter qui sont intéressés par lui poser une question? Vous pouvez lever la main. Demande-lui comment il va. Alors ouais, c'est Mouloud qui fait à travers. C'est toi qui lui demande du coup. C'est toi qui réponds derrière. Non, il va poser la question, vous allez voir, il y a pas de magie, mais bon. Donc là, je tweet. Ouais. Alors, je vais juste vérifier un truc. Ouais. Ok. Il y a 1 heure, donc c'est pas celui-là. Non, j'ai pas encore tweeté. Ok. Il faut bien le mentionner et faire la question en anglais. Normalement, ça marche.
T'as envoyé? Oui. C'est bizarre. Faut rafraîchir la page. Bah, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure et c'est bizarre. Attends. Il y a une notification. Dans la notification, il y a 19. Je pense dans les. Regarde les exemples. Ah oui, mais comment ça se fait? En français. Ah punaise, ah oui, d'accord. Alors, il parle pas français, François? C'est bizarre, il répond pas en fait. Attends, c'est bizarre, on dirait qu'il répond pas. Il ne répond pas. Je vais relancer le truc peut-être. Ça te faisait quoi comme question? C'est bizarre, il répond. Bah ouais, j'étais démarré, mais peut-être trop tôt. Essayez de voir si ça marche. Tu vois, il y a une question pertinente en avoir il y a Kemp, tu vois. Je savais qu'il irait faire un truc comme ça. C'est obligé. Repose-la, on sait jamais. Je comprends pas, il répond pas. Still don't want to... Ah si, c'est bon, c'est bon. Ça y est, il repart. Hein. Ça y est. Il s'est réveillé. Ok. Bon, bah il a commencé à vous répondre normalement là. Hop. On peut le voir ici en fait. Je trouve que c'est le mieux. Hop, pardon. Alors, c'est qui ça? C'est quoi la question? What's up today? Plan up. Ouais. Enfin. Enfin, ouais. Et il est un peu timide. Il n'a pas fait attention. C'était il y a une demi-heure quand même. Ah, il le sait pas lui-même. Bah écoute. Peut-être un jour il saura. Bon, voilà. Si vous pouvez encore, si vous voulez, je pense qu'il peut encore répondre. Hein? Hello Henri, vas-y. Donc, Hello Henri. Je sais pas si ça. Il a répondu. Il a dit Who's this? Alors, hop. Regarde le Hello Henri. Alors, c'est celui-là qu'il a répondu? Non, c'est toi. C'est celui-là. Voilà. Il te connaît pas encore, mais. Et Scala versus Python, on a attendu quoi? Réessaye parce que du coup, ça n'a pas marché tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté. Alors c'est là. Tout à fait. J'aurais répondu la même chose. Vas-y, Scala hors Python. Du coup, c'est pas le TF-ID. Ah oui, c'est vrai que... En fait, pour les questions purement informatiques, il ne va pas répondre de manière tout à fait correcte. C'est l'autre partie. Donc, genre... Là, c'est conversation. C'est plus conversationnel, en fait. Voilà, c'est pas purement... Bah, en même temps, après, vous pouvez poser des questions. Alors... Ouais, Oui. il y a une question. Quoi comme données derrière en fait? Là, c'est les conversations qu'on a vues juste avant. Ah d'accord, ok. Quand on double tout. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas s'il a lu. C'est bon? D'autres questions? Faut parler dans le micro, sinon on n'entendra pas dans la vidéo. Tu voulais pas... Tu voulais... Eh ben, il faut qu'il l'entende. Merci. En fait, est-ce que pour deux mêmes questions, il va répondre deux fois la même chose? Oui. Okay, deux fois la même question, tu veux dire? Non, est-ce qu'il va répondre deux fois la même réponse pour deux questions différentes? Non, identiques. Genre si on lui demande comment vas-tu, est-ce qu'il va répondre exactement deux fois la même chose ou est-ce qu'il adapte sa question? Il y a une vidéo. Alors si on répond si on pose exactement la même question, il va donner exactement la même réponse à chaque fois. Ouais. D'autres questions? Des questions. Je croyais qu'il fallait répéter juste la question.
Merci pour la présentation très pertinente. Il y a une question à propos de TF-IDF Predictor. En fait, la partie, en fait, vous utilisez K-means pour faire le clustering de la base de questions et après vous faites en fait une fonction de similarité entre les différentes questions et l'ensemble des classes ou bien Non, avec toutes les réponses qui appartiennent au cluster de la question. Donc c'est pour éviter de faire la distance avec toutes les réponses. Je prédis le cluster de ma question et après je cherche que dans le cluster. C'est justement pour gagner du temps. D'accord. Du coup, en fait, c'est comme un système en escalade, en fait, ou en cascade. En fait, vous faites tout d'abord, en fait, pour chaque question, vous identifiez à quel cluster il appartient et après, en fait, dans les clusters, vous cherchez, en fait, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et avec quel vous utilisez de modèle de machine learning supervisé pour faire la similarité ou bien vous utilisez Alors pour le clustering, c'est le K-means, c'est ce que j'ai mis dans les slides. Non, je parle en fait de la calcul de similarité entre la question en fait, et les clusters. C'est une distance entre deux vecteurs, c'est le produit scalaire entre deux vecteurs et on a un score. D'accord. Ah, d'accord, vous utilisez alors des trucs comme des cosines similarités par exemple. C'est même pas la distance avec le centroïde, c'est la question avec toutes les réponses d'un même cluster. D'accord. Et en fait, là-dessus, on calcule la distance avec les contextes et pas les réponses. On a vu que dans le dataset, on a un contexte, on a la réponse associée qui est fausse ou pas, enfin bonne ou pas bonne. Donc je calcule une distance avec tous les contextes pour lesquels j'ai une bonne réponse. Et celui qui est le plus proche, je donne la réponse comme réponse. D'accord. Une autre question, si vous permettez. En fait, c'est pour le NLP, partie NLP. En fait, d'après ce que j'ai compris, en fait, il y a principalement en fait, deux approches syntaxiques, en fait, statistiques. Pardon, en fait, vous utilisez comme TF-IDF, c'est un algorithme statistique et tout, en fait, pour mettre en relief les mots qui s'apparaissent beaucoup, en fait, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il y a derrière ça, en fait, des approches sémantiques où vous essayez de comprendre, en fait, oui, non, mais c'est ce que je disais, on peut mettre des règles en place, ça, on ne l'a pas fait parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. On ne l'a pas fait, mais une fois qu'on a tagué tous nos mots, on a fait toute la partie NLP, là, on peut construire des règles. C'est-à-dire que des règles, on peut même combiner les deux. Je vais mettre des règles et puis appeler mon TF-IDF par exemple pour avoir une liste de réponses possibles et après je choisis autrement. Donc là, on n'a pas mis de règles, mais typiquement, c'est ce qu'on fait quand on veut vraiment faire un chatbot. On met quand même des règles par-dessus. D'accord. Okay. Merci. Faut savoir que le corpus, il a été entraîné sur des phrases complètement brutes, sans indice sémantique à l'intérieur. Donc, il ne peut pas utiliser les données sémantiques dans le machine learning en fait, pour trouver des solutions plus pertinentes, on va dire. Donc, ce qu'on a fait, c'est juste ça. Merci pour votre présentation. En fait, ma question, c'est par rapport au chatbot que vous avez mis en prod. Est-ce qu'il est fait à la base de réseau de neurones ou celui que vous avez expliqué? Celui-là, c'est celui à base de réseau de neurones. D'accord. Et vous allez nous expliquer comment ça a été fait avec... Pas exactement celui-là, mais il y aura des détails dans l'implication, enfin dans l'application de réseau de neurones dans le texte avec Pierre juste après. Bah, je pense que c'est tout. Je sais pas s'il y a d'autres questions. En fait, est-ce qu'il y a des questions où on ne trouve pas les réponses? Alors, il va toujours répondre, mais souvent, ça dépend lesquelles. Bon, si on a une règle, derrière, on peut mettre, si je ne trouve pas une réponse pertinente, je mets une réponse, je ne sais pas, par exemple. Mais même les réseaux de neurones, il va répondre souvent avec une réponse qu'on répond souvent dans le jeu de données. Typiquement à « je ne sais pas ». I don't know si ça se trouve souvent dans les... Ça peut être une réponse un peu comme ça hasardeuse, non? Oui. Non, c'est le problème des modèles génératifs, c'est qu'on n'a pas le contrôle, entre guillemets, sur la réponse qu'on obtient. Du coup, on peut avoir des réponses aberrantes. Ouais, c'est ce que je... Ah oui, non, mais on peut avoir des réponses aberrantes. Bah, l'idée, c'est plus on a des données et plus on a des données propres, moins on aura de réponses aberrantes. Et sinon, par-dessus, ce que je disais, on peut appliquer des règles pour éviter ce genre de choses. Donc, vous appliquez pas la logique flow? Non. Enfin, là, on l'a...
plus ou moins. Des fois, on répond, on dit, bon, ça peut, oui, si j'ai le temps, si. Vous voyez, donc c'est conditionnel. Donc on ne répond pas vraiment net oui ou non. Oui. Alors, Vous voyez, donc c'est la logique flow, c'est là où il rentre. Il n'y a pas le 1 ou le 0, il y a 0,5, 0,3. Ah, dans les données d'entrée, Oui, dans voilà, bonne les ou pas bonne réponse. Non, mais là, on a utilisé ce jeu de données-là, mais on peut utiliser des conversations, entre guillemets, sans label. Et là, il va nous donner des réponses par rapport à l'historique des conversations. Donc on n'a pas besoin du label. Merci pour la présentation. J'ai deux questions. La première, est-ce que tous les traitements, ça a été fait avec NLTK Python pour Oui. tout ce qui est la partie? Oui, d'accord. Et pourquoi donc seulement en anglais? Vous n'avez pas essayé en français? Ubuntu, les commentaires existent en français aussi. Alors le Le dataset, stemming ne fonctionne pas aussi bien, mais quand même. Enfin, et la deuxième, c'est est-ce que vous l'avez évalué avec le Google AB qui est basé sur IML 2.0, donc avec le setmap? Est-ce que vous pouvez poser une question du style what is the capital of France ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a une base de là, ça connaissances? m'étonnerait qu'il ne passait pas dans les données, mais on peut essayer. D'accord, donc c'est vraiment juste le corpus Ouais, c'est juste le Ubuntu corpus, avec mais les Il questions-réponses. faut savoir que ça, enfin, on n'a pas mis des règles, on n'a pas mis tout, enfin, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire, entre guillemets. C'était vraiment faire le moins de temps possible un chatbot pour avoir une. Mais en tout cas, vous pouvez récupérer le corpus Ubuntu de en questions-réponses de Google AB, le projet donc bot de Google. Et vous pouvez le mettre dans votre réseau neurone pour faire l'apprentissage avec ça. Bon, c'est vous le récupérez, comme ça vous avez le modèle et puis peut-être ça peut C'est donner en des choses français plus intéressantes. Non, c'est en anglais, mais Ah, vous aussi ok. c'est en Oui, anglais. ok. Donc, Bon, par il y rapport à a la toutes les première question. connaissances de... Bon, c'est une idée à tester. Non, Ouais, mais non, c'est mais- intéressant de savoir qu'il y a des corpus en français parce que c'est quelque chose qui n'y a pas Ça beaucoup. existe. Mais ça existe. Yeah. France. Bah, ouais. Yep. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser après. Ouais, À donc nous on voir fera directement un- en fait, à la fin. Il n'y a pas de souci. Merci.